Bonjour à tous. Vous savez, on a tous cette envie de lire dans les pensées des gens, comme dans un livre ouvert. C'est un peu le fantasme de tout le monde en fait. Mais la réalité, elle est un peu brutale. Parce qu'une méta-analyse, genre plus de 200 études, par les psychologues Bond et De Polo, ça a montré qu'un humain moyen, il détecte un mensonge avec seulement 54% de précision. Alors, pourquoi on est si nul? C'est juste qu'on s'appuie sur des fausses croyances, en fait. Genre, on pense que le menteur, il va éviter ton regard. Faux, hein. En fait, souvent, il va même le soutenir, et ce, carrément pour te convaincre. Aujourd'hui, on va un peu déconstruire tous ces mythes. On va utiliser la science pour voir ce que Paul Ekman, il appelle la fuite comportementale, ou le leakage, quoi. Mais avant de vous donner les 3 signes, faut vraiment comprendre un truc. Le moteur du mensonge, c'est la charge cognitive en fait. Dire la vérité, c'est facile neurologiquement. On accède à sa mémoire et on raconte les faits. Point. Mentir, par contre, c'est carrément épuisant pour le cerveau. Le menteur, il doit d'abord cacher la vérité, ensuite construire tout un scénario, et il faut qu'il soit crédible. Après, il doit surveiller sa propre performance, voir si ça passe, et enfin, il doit aussi surveiller ta réaction à toi. Cette surcharge mentale, en fait, ça provoque carrément des courts-circuits dans le comportement du corps. Le cerveau, là, il est trop occupé à gérer tout son récit, du coup, il arrête de contrôler les extrémités du corps. C'est pile là qu'on va aller regarder. Alors, premier signe biologique, c'est le basculement des illustrateurs vers les adaptateurs. Normalement, quand on parle avec passion, on utilise des gestes illustrateurs. Tu sais, des gestes où les mains, elles bougent vers l'extérieur pour appuyer ce qu'on dit. Mais sous une forte charge cognitive liée au mensonge, le cerveau, il va figer ses mouvements pour économiser de l'énergie, quoi. Les illustrateurs, ils diminuent drastiquement, c'est clair. Sauf que l'anxiété du mensonge, il faut qu'elle sorte quelque part. Elle ressort par des adaptateurs, genre des gestes d'apaisement. Se toucher le cou, s'ajuster la montre, se gratter le lobe de l'oreille, ce genre de truc en fait. Attention, c'est super important. C'est pas le geste en soi qui compte, non. C'est le changement par rapport à l'habitude de la personne, vraiment. Si une personne super expressive devient d'un coup statique et qu'elle commence à manipuler un stylo nerveusement pendant qu'elle raconte son alibi, alors là, votre radar, il doit s'allumer. Alors, le deuxième signe, c'est la dissonance faciale et aussi la chronométrie. Le visage, faut savoir qu'il est directement relié au système limbique, le siège de toutes nos émotions, quoi. Un vrai sourire, le sourire de Duchenne, ça active pas juste le grand zygomatique, là, autour de la bouche. Non, ça active aussi l'orbicularis oculi, carrément autour des yeux. Donc si tu as une bouche qui sourit, mais les yeux ils sont neutres, c'est un sourire social ou un sourire masqué, quoi. Et encore plus subtil, l'asymétrie. Les expressions qu'on force, elles sont souvent asymétriques. Si par exemple, le côté droit de la bouche remonte plus vite que le gauche quand quelqu'un fait une expression de tristesse, c'est sûrement simulé, quoi. Enfin, il y a la chronométrie. Une émotion réelle, elle apparaît quasiment instantanément, moins de 1/2 seconde après le stimulus. Une surprise qui met 1 seconde à s'afficher, c'est joué, c'est pas spontané. Le menteur, il doit penser à être surpris. Et ça crée un décalage carrément fatal, en fait. Le troisième signe, c'est la distanciation linguistique. Un truc super intéressant. C'est purement psychologique, ça, vraiment. Inconsciemment, le menteur, il veut se détacher de son mensonge, en fait. Du coup, il va réduire l'utilisation des pronoms personnels, genre je, moi, mon, tout ça, quoi. Au lieu de dire « j'ai pas pris l'argent », il va dire « l'argent n'a pas été pris » ou « on ne sait pas où est l'argent ». C'est ce qu'on appelle la voix passive, en fait. Et aussi, écoutez bien, la hauteur de la voix. Le stress, ça contracte les cordes vocales, donc la voix, elle tend à devenir un peu plus aiguë, ou alors il y a des raclements de gorge fréquents qui arrivent. Si d'un coup la syntaxe devient super complexe, alambiquée et impersonnelle, c'est que la charge cognitive, elle bosse dur, pour brouiller les pistes. Bon, attention, et là c'est vraiment le point le plus important de tout ça, ne tombez surtout pas dans l'erreur d'Othello.
Othello, dans la pièce de Shakespeare, il tue sa femme parce qu'il prend sa peur pour de la culpabilité, alors qu'en fait, elle avait juste peur d'être accusée à tort. Point. Un geste isolé, ça ne prouve rien, mais alors rien du tout, hein. Genre, quelqu'un peut se gratter le nez parce que ça le gratte, quoi. Pour démasquer un menteur, il faut carrément chercher des clusters, ce qu'on appelle des grappes en fait. Si tu observes en même temps une baisse des gestes illustrateurs, une asymétrie faciale et une distanciation linguistique, et ça sur la même réponse, hein, alors là, la probabilité de mensonge, elle grappe en flèche, carrément. Cherchez vraiment la concordance des signes, pas juste le signe unique. La détection du mensonge, non, c'est pas un tour de magie, hein, c'est vraiment une science, de l'observation et de l'écoute, quoi. La prochaine fois que vous aurez un doute, vous braquez pas, hein. Observez la base, notez bien les changements et cherchez vraiment les clusters. Dites-moi en commentaire, hein, genre quel est le pire mensonge qu'on ait essayé de vous faire avaler. Si cette analyse, ça vous a plu, abonnez-vous, hein, pour qu'on décode d'autres mystères de la psychologie humaine. À bientôt.